Mesdames et messieurs, il faut qu'on discute d'un sujet que je considère comme relativement important. C'est quelque chose dont on a déjà un petit peu parlé dans les lives, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie d'exprimer ma pensée pleine. Alors j'ai quand même eu pas mal de difficultés à trouver un nom qui me plaisait bien pour cette vidéo, et finalement je suis tombé sur quelque chose de plutôt sobre, disons la fumisterie des Layers 2. Déjà petit disclaimer, je ne vais clairement pas me faire des amis avec cette vidéo. Ensuite c'est mon avis et ma thèse, donc ça ne concerne que moi, et tu as totalement le droit de penser autre chose, d'avoir d'autres idées, et de penser que ce que je vais raconter est totalement faux. Je dis ça juste avant qu'on me saute dessus dans les commentaires. Le plus dur maintenant, c'est de trouver comment introduire le sujet de la vidéo. Et bon, il y aurait des dizaines et des dizaines de façons de le faire, mais je pense que ce graphe là, c'est une très bonne idée pour pouvoir commencer. Alors malheureusement là-dessus, je peux pas l'agrandir, je vais regarder pour faire ça au montage. Ce que tu vois ici, c'est tout simplement les transactions qui sont réalisées tous les jours sur chaque blockchain. Plus précisément sur la majorité des layers 2 et également avec un 7-day rolling average, ce qui veut dire que pour limiter les données qui sortent trop vers le haut ou vers le bas, on va venir prendre la moyenne des 7 jours autour. Je te rassure, ça n'influence absolument pas les conclusions que je vais tirer de ce graphe. Déjà, première chose, qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Parce que là, comme ça, c'est vachement fouillis. Il y a je sais pas combien de blockchains que j'ai décidé d'activer. Premier truc, donc juste en regardant les stats à l'instant T, on peut voir qu'il y a 3 blockchains qui sont vraiment au-dessus du lot. Il s'agit de Base avec 2,5 millions de transactions, Arbitrum One avec 1,4 million, puis ZK Syncera avec 1 million. Ensuite, on commence quand même sacrément à descendre avec du Optimism aux alentours de 600 000, du Blast aux alentours de 400 000, pareil pour Zora et pour Linea. Plus bas, on va trouver du scroll, mais c'est pas si étonnant que ça, sachant qu'ils n'ont pas encore le IP 4844. Encore un cran en dessous, on va avoir du Mental avec 200 000 transactions journalières. Puis dans les deux derniers, on va avoir du Starknet qui peine à passer au-dessus des 100 000 transactions journalières. Et finalement, du Polygon ZKEVM qui a 15 000 transactions journalières. Sachant que tu es perspicace, tu auras également vu que je n'ai pas coché ces 4 blockchains là. Il y a donc Immutable X, Rhinofi et Loopring, que je ne connais vraiment pas suffisamment pour en discuter. Et ensuite, on a également le PGN, le Public Good Network de chez Gitcoin. Lui va fermer ses portes dans les prochains mois, donc ça sert à rien de regarder la stat. Voilà, petite présentation des données, histoire qu'on soit à peu près tous au même niveau d'information. Et maintenant, je vais te poser une question qui va vraiment fâcher. Dans 5 ans, qu'est-ce que tu penses qui sera dans le top 3? Voilà, je te laisse un petit peu le temps de réfléchir, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause et à revenir par la suite à faire ton petit top 3 ou ton top 5 si t'as envie. De mon côté, dans ce top 3, je suis quasiment sûr qu'il y aura un certain Arbitrum. Ici, on dézoome beaucoup les charts et là depuis très longtemps, c'est le premier en mai 2021. Et aujourd'hui, il est classé deuxième juste derrière Base en fonction du nombre de transactions journalières. Si je devais en nommer un deuxième qui serait du coup sur ce top 3, ce serait probablement Base. Pour une raison toute simple, c'est la layer 2 de Coinbase et vraisemblablement je pense que ça va faire comme la BSC pour Binance. C'est du coup leur blockchain de référence et je suppose qu'ils vont mettre des incentives dessus. Pourquoi envoyer les utilisateurs faire des transactions sur la concurrence si on peut les envoyer faire des transactions sur notre propre layer 2? Ben ouais, il n'y a pas vraiment de raison. Et ensuite, si je devais en nommer un troisième sur le podium, ce serait probablement Optimism. Optimism qui est également la deuxième layer 2 la plus ancienne de celle que j'affiche, parce que j'ai menti pour simplifier l'affaire, les deux premières c'est tout simplement Loopring et Immutable X, voilà, juste ici. Et du coup dans ce lot du top 3 du futur dans 5 ans, je mettrais Optimism qui déjà aujourd'hui tourne vachement bien sans qu'il y ait spécialement d'incentives. Alors certes il y en a quand même plus que sur Arbitrum, mais ils sont tellement élitistes et tellement random que c'est pas ça ce qui fait tourner la blockchain. Donc voilà, si je devais en nommer 3 qui pour moi seront encore là dans un paquet de temps, et ben ce serait ceux-là. Et suite à cette question et surtout suite à cette réponse, là t'es censé te dire mais pourquoi, qu'est-ce que tu vois des autres? Et bien à mon sens aujourd'hui les autres ne tournent que parce qu'il y a des incentives dessus. C'est méchant, c'est cruel, mais aujourd'hui si je veux faire de la DeFi je vais sur Arbitrum, et les gens qui veulent faire de la dégène vont aller sur Base. Pourquoi les gens font des transactions sur ZK-Sync? C'est clairement pas parce que l'écosystème est florissant, c'est juste la spéculation d'un airdrop. Si on descend un petit cran, on va avoir un Blast. Blast c'est vraiment la carotte pour te mener à faire des transactions. Blast, si tu déposes dessus tu vas marquer des points, si tu fais des transactions c'est un autre type de point. Il y a une économie du point qui est absolument énorme sur Blast, une économie qui va très clairement perdurer parce qu'ils vont pas s'arrêter à une saison 1, ils vont faire comme Blur, mais à part ça qui fait vraiment des transactions sur Blast pour faire des transactions sur Blast pour utiliser la DeFi, etc. Alors certes le graphe de la TVL il est quand même relativement joli. En réalité quand on zoome sur chacun des projets qui sont disponibles dessus, t'as l'impression d'être sur un casino là où t'as des Blast Points, t'as des Blast Gold, t'as des points partenaires avec jusqu'à des points x3. Tu sais pas exactement ce que c'est mais c'est des points. Et on peut aller sur n'importe quel projet au niveau de Blast, c'est la même conclusion, hein, c'est quasiment la même chose. C'est de nouveau il y a des points, fais des trucs, tu vas gagner des points. Disons-le honnêtement, il y a rien de très innovant, rien de très
très intéressant à faire dessus à part faire la chasse au point. Je ne dis ici absolument pas par contre qu'il n'y a pas d'argent à faire sur Blast. Il y a clairement des créneaux à chasser, que ce soit des airdrops ou du yield farming. Il y a vraiment des choses à faire dessus à ce niveau-là. Et par contre, quand tu vois les incentives complètement fous qui sont déployés pour faire rester la liquidité et pour faire en sorte qu'elle soit active, je me dis que dans le temps ça tiendra pas. Et je pose d'ailleurs exactement le même constat sur Mod Network, qui est littéralement le petit frère de Blast parce que c'est exactement la même chose. Ensuite, on va avoir du Zora. Zora en tant que layer 2, je pense qu'elle va pas sombrer 100% dans l'oubli. Parce que les projets auront toujours des petits NFT à droite à gauche à distribuer pour des petits trucs random. Et que Zora répond vraiment à une problématique. Mais en fait, à ce niveau-là, c'est pas tant Zora la blockchain que Zora la marketplace. Parce qu'en réalité, à partir du moment là où tu as Zora la marketplace, et ben tu peux le faire tourner sur n'importe quelle blockchain. Et la blockchain Zora a pas tant que ça de raison d'exister finalement. Juste en dessous, on va voir Linea qui est pas loin d'être la layer 2 la plus détestée suite à ses campagnes. Et elle avait beau faire des stats relativement importantes, voilà, juste ici, elle était montée à 4 millions de transactions sur une journée. Bon, je te rassure, hein, ça a vraiment pas duré longtemps et elle est retombée bien plus bas. Actuellement, elle est à environ 400 000 transactions par jour. Cette remontada, c'était vraiment juste pour la fin des quêtes. Et donc, bah voilà quoi, les gens ont farmé les quêtes et puis ont arrêté d'utiliser la blockchain. Et même si aujourd'hui on voit la TVL de Linea qui explose, c'est encore une fois totalement artificiel avec une campagne qui a été lancée, Linea The Surge. Et d'ailleurs, je vais peut-être essayer de publier une vidéo sur le sujet cette semaine. Parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes à raconter. Ensuite, on a Scroll qui nous a trahi et pour lequel on attend le passage à l'EIP 4844, chose qui devrait arriver le 29 avril prochain, donc l'utilisation du réseau sera bien plus acceptable, ou plutôt confortable, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, c'est pareil, c'est pas une layer 2 sur laquelle j'irai faire mes transactions de ma propre volonté, c'est juste que c'est une blockchain qui a des incentives qui poussent à aller dessus. Je pense entre autres à l'airdrop de son jeton qui viendra probablement un jour. Mental, je ne connais tout simplement pas suffisamment la blockchain pour en parler. Ensuite, on arrive sur Starknet et là, il y a quand même beaucoup de choses à raconter. Alors non, effectivement, c'est faux, il n'y a pas seulement 8 utilisateurs sur la blockchain, mais par contre, quand on regarde le nombre de transactions journalières, et ben c'est une stat qui est très faible. Et si comme dit, on exclut Polygon ZKEM, qui pour moi, à mon sens aujourd'hui, est un Urbex on-chain, et bien Starknet, ce serait la dernière des layers 2 d'un point de vue activité on-chain. Alors je vais tout décocher et on va regarder ce que ça donne. Voilà si on dézoome au maximum, mais pour le coup, moi je vais zoomer un petit peu plus, quelque chose de comme ça me paraît plus crédible. Starknet, c'est un projet que j'ai découvert à la fin 2022, début 2023, donc juste ici, la période où c'était vraiment pas très connu, et également la période sur laquelle les frais de transaction dessus étaient entre 2 et 3 $. Très clairement au début, il n'y avait pas grand chose à faire dessus, il y avait juste un ou deux DEX. Il me semble que la toute première dApp avec laquelle j'ai interagi, c'était un Jedi Swap, même si ça ne remonte pas aussi loin sur DeFi Lama. Et cette traction initiale qu'on peut voir ici avec le gros pic qui monte, et bien ça c'est le moment là où il y a eu l'airdrop d'Arbitrum. Donc juste ici en mars 2023, là où la narrative a complètement switché et là où tout le monde s'est dit les layers 2 peuvent faire des airdrops et ces airdrops là peuvent être intéressants. À comprendre tout simplement qu'on peut capitaliser dessus. Ça a pas mal lancé la blockchain, il y a plusieurs projets qui se sont lancés, ça a commencé à grossir, etc. Même si l'expérience utilisateur était toujours clairement pas exceptionnelle. Les choses passent et il y a différentes campagnes qui sont lancées du côté des petits projets qui ont déjà déployé sur Starknet. Et ensuite on a une énorme phase de croissance au niveau des transactions par jour, là où on passe carrément les 700 000 transactions journalières. Là on observe quasiment exactement la même tendance au niveau de Layer 0, là on a une croissance très importante aux alentours de l'été 2023, et je pensais par contre que ça concorderait également avec ZK Sync, mais malheureusement ça n'a pas l'air d'être le cas, même si on peut voir qu'il y a une activité importante pendant cette période également. Ensuite le temps passe, les gens commencent à désespérer parce qu'il n'y a toujours pas d'airdrop, puis on arrive fin novembre 2023 et là il y a une annonce qui fait vraiment explosion. La fondation Starknet annonce qu'une snapshot a été prise, et que l'activité qui est générée maintenant sur la blockchain ne sera pas prise en compte pour un airdrop, tout simplement car la snapshot a été prise. Ensuite, comme on peut s'en douter, et comme c'était déjà le cas avec un certain Arbitrum quelques mois plus tôt, bah évidemment l'activité on-chain va vraiment dévisser, ce qui n'est pas si surprenant que ça finalement, pour ensuite donner lieu à l'airdrop qui va vraiment montrer une activité très importante sur la blockchain. Et ensuite le dernier pic qu'on peut voir ici, je pense qu'on peut l'attribuer aux incentives. Comme tu le sais peut-être, ils ont lancé le Starknet DeFi Spring, qui était du coup des incentives en Stark pour déposer de la liquidité, et je pense donc que c'est ça qui a insufflé cette dose d'intérêt avant qu'on retombe au point quasiment le plus bas depuis un paquet de temps, juste ici. Pour le moment, et ce quoi qu'on en dise, Starknet galère vraiment à générer de l'activité sur sa blockchain. Je vois pas mal de monde pointer du doigt le fait que c'est à cause de l'airdrop qui a déçu pas mal de monde. En réalité, je pense pas que ce soit le cas. Alors pas que l'airdrop n'a pas déçu du monde, si ça c'est le cas, il y a pas mal de monde qui a été déçu suite à cet airdrop là et suite à la fameuse condition à 0,005 Ethereum minimum sur le wallet. Mais par contre, je ne pense pas que ce soit ça l'événement déclencheur qui a fait en sorte que Starknet soit tombé un petit peu dans la désuétude. Pour moi, c'est un mélange de plein de choses. Et là, normalement, à ce stade de la vidéo,
vidéo, t'es censé te dire mais pourquoi tu fais une petite étude là sur Starknet? Pourquoi? C'est tout simplement parce que je pense que la majorité des autres Layer 2 qui aujourd'hui sont plus ou moins actives grâce aux incentives, ou en tout cas aux promesses d'incentives futures via des airdrops, eh bien je pense que l'écrasante majorité va finir exactement comme Starknet. Le jour là où les incentives s'arrêtent, ou alors en tout cas deviennent moins intéressants, eh bien je pense que ces Layer 2 vont se transformer en cimetière. Pour le coup, Starknet nous a à peu près speedrun ce cycle sur la dernière année, là où ils sont passés de la blockchain absolument inconnue au bataillon à une blockchain qu'il fallait absolument farmer, puis par le top absolu du farming d'airdrop, pour ensuite marquer le pas après l'annonce de la snapshot, avec un retour quand les utilisateurs sont venus récupérer leur reward et quand ils ont regardé ce qu'il y avait encore sur la blockchain, ils ont vu qu'il y avait le Starknet Spring, ils sont un petit peu restés et puis au final ils sont quand même repartis. Voilà ce que j'observe et c'est pas un problème uniquement lié à Starknet mais lié à la majorité des Layer 2 aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui à mon sens la majorité des Layer 2 sont lancés pour faire de l'argent. Alors là tu vas sûrement me dire c'est normal en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, la blockchain, la crypto, etc. On est tous là pour l'argent. Les VC sont pas si différents que ça, ils ont juste quelques zéros de plus sur le compte en banque et en plus de ça ils ont du temps, mais à part ça il n'y a pas tant que ça de différence. Et bien oui, il y a énormément de ça. Et là je ne sais pas exactement quand est-ce que la vision s'est perdue. Malheureusement on n'a pas le détail, mais bon, quand t'as des investisseurs qui ont investi dans ta boîte en 2018 6 millions de dollars, disons que pour 6 millions de dollars ils ont acheté 1% des jetons, et qu'aujourd'hui si on prend seulement un seul pourcent de l'FDV de Starknet, on est à du 132 millions. Et ça a priori c'est vraiment le pire scénario parce que j'ai demandé à GPT ce qu'on pouvait recevoir en pourcentage suite à une seed, et en général c'est plutôt aux alentours de 5 à 20% du projet. Donc ce serait pas un x22 mais plutôt un x110 sur lequel certains investisseurs sont assis depuis plus de 6 ans, parce que cette seed là elle a été réalisée en 2018. Je pense qu'effectivement que pour ce genre de multiple on est prêt à faire des trucs un petit peu pas très moraux, typiquement un unlock pour les VC à partir du moment là où le jeton a été émis, et pas à partir du moment là où il peut être tradé. Alors effectivement ils sont revenus là-dessus, c'est probablement la pression des investisseurs et eux n'y peuvent probablement pas grand chose, et je leur jette absolument pas la pierre. Je veux dire, si j'avais été à la place de Starknet ou des investisseurs, je pense que j'aurais fait pareil. Et donc tout ce speech sur Starknet, désolé les gars, vous êtes vraiment les premiers à utiliser ce genre de mécanisme. Même si Optimism et Arbitrum l'ont déjà fait, ce sont les deux premières Layer 2 qui ont vraiment percé et qui sont vraiment utilisées, et qui du coup sont vraiment utilisées et pas juste parce qu'il y a des incentives. Et bien je pense que ce scénario là va se reprendre quasiment un pour un ZK Syncera, pour un Blast, pour un Zora, pour un Linea, pour un Scroll, etc. Maintenant il faut également mettre le doigt sur c'est qui les perdants dans cette affaire là. C'est probablement ni toi ni moi. Nous dans tout ça on est juste des rouages pour faire monter les métriques et donc monter les valorisations de ces projets. Je m'en fais pas trop qu'on aura véritablement un airdrop pour quasiment tous ces projets. Alors après qu'ils soient intéressants ou pas, ça par contre j'ai pas de boule de cristal, j'en sais pas grand chose. Mais a priori ça devrait bien se passer. Là où ça se passera moins bien par contre c'est quand tu regardes les tokenomics de ces jetons. Pendant longtemps je pensais que les L2 de ce cycle allaient être les L1 du cycle précédent. Et ça notamment sur le point de vue du multiple qu'ils pourraient réaliser. Mais aujourd'hui je ne pense plus que ce soit le cas. On va chercher sur CoinGecko, on va donc sortir ici Arbitrum et on a un optimisme qui est un petit peu plus bas juste ici. Pour optimisme il y a environ 25% de la supply du jeton qui est sorti. Pour Arbitrum c'est un petit peu plus, on va dire qu'on est aux alentours de 30. Alors ouais, quand on dézoome ça tire un petit peu la gueule, mais ça c'est normal, je veux dire c'est ce qui s'est passé récemment sur le marché pour tous les altcoins. Par contre ce qu'il faut prendre en compte c'est que sur ces projets là il y a encore entre un x3 et un x5 des tokens à émettre. Non, c'est pas littéralement un x10 pour certains. Ça veut dire qu'entre aujourd'hui et le moment là où tous les jetons de ces projets là vont être sortis, si les projets n'ont pas fait entre un x3, un x5 ou encore un x10, eh bien ils auront un prix inférieur au prix qu'on peut voir aujourd'hui. Alors on est d'accord, c'est une version un petit peu simplifiée des unlocks, mais en énorme résumé c'est ça. Ce sont des jetons qui vont avoir des pressions à la vente qui sont relativement importantes, et là où aujourd'hui je pense qu'on peut clairement dire qu'on est en boule, et ben ça va quand même relativement bien. Je veux dire, ces jetons là ils ont accusé le coup sur le dernier dump, mais c'est rien d'étonnant comme tous les altcoins. Par contre j'ose pas imaginer en bear market là où ils vont tomber, parce que là pour ces jetons là la majorité ont pris un moins 50% pour un bitcoin qui a perdu 10-20%. Alors il se passe quoi si on retourne en bear, et qu'en plus à ça on additionne les différents unlocks? Pour moi c'est très clair, les perdants sur ces jetons de Layer 2 ça va être les personnes qui vont les acheter, pas les personnes qui vont se les faire airdropper juste pour avoir dépensé quelques frais de transaction. Non, vraiment les personnes qui vont les acheter et qui vont penser pouvoir réaliser des plus-values importantes, qui vont penser que ces jetons là sont capables de performances délirantes, alors qu'en réalité pour la majorité des Layer 2 on est sur des jetons de gouvernance qui n'ont absolument aucune utilité. Je veux dire, on est tous au courant, la gouvernance c'est un mème aujourd'hui. Pour certaines ce sont des jetons qui sont utilisables en alternative pour payer les frais de transaction. Je suis clairement pas sûr que ce soit suffisant, à moins qu'on ait une réduction si on paye dans ces jetons là, et c'est tout en fait. Et je pense qu'aujourd'hui le marché est en train d'assimiler à peu près tout ce que je viens de raconter là, et que c'est pour ça qu'on observe toute cette chute au niveau
niveau de l'activité on-chain sur Starknet. Et ce malgré les efforts au niveau des incentives qui sont mis en place. Et ça pour moi c'est le modèle qui attend la majorité des autres Layer 2. Et je dis ça sans vouloir taper sur Starknet par exemple, malheureusement c'est eux l'exemple le plus frappant aujourd'hui, donc c'est eux que j'ai utilisé comme exemple, mais ça aurait été Scroll qui avait été à leur place, j'aurais dit exactement pareil. Et on est d'accord que d'un point de vue purement technologique, ça fait pas de Starknet un mauvais projet. Mais par contre on en revient toujours à la même chose, pour qu'un projet soit considéré comme une réussite, il faut qu'il soit utilisé. Et pas spécialement que ce soit le meilleur technologiquement parlant. C'est toujours cette même histoire, ce fameux débat entre l'ingénieur et le commercial. Si l'ingénieur était pas là, il y aurait absolument aucun produit à vendre, mais par contre si le commercial était pas là, et l'ingénieur aurait probablement beaucoup de mal à vendre ce qu'il a créé. Et ça pour le coup c'est un truc qui est vieux comme le monde, et comme tu peux le voir, ça fonctionne encore aujourd'hui. On en arrive enfin à la partie que j'avais promis au début de la vidéo, les autres raisons pour lesquelles pour moi Starknet a loupé son coche. Et pour moi il y en a plusieurs qui ressortent. La première est toute bête, mais c'est juste que les gens veulent faire le truc le plus simple possible. Le truc le plus simple possible, c'est pas d'utiliser un wallet dédié juste pour être sur ta blockchain. Les gens ont tout simplement aucun intérêt à avoir un wallet supplémentaire pour faire la même chose que ce qu'ils peuvent déjà faire sur d'autres blockchains qui s'utilisent déjà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien sur Starknet que tu ne peux pas faire sur toutes les autres Layer 2. Encore une fois, pas d'un point de vue tech, mais d'un point de vue utilisateur. Tu veux faire du yield farming, t'as tellement de trucs à faire à droite à gauche que tu vas pas télécharger un wallet supplémentaire. Tu veux faire du lending borrowing, c'est déjà dispo sur les blockchains sur lesquelles tu as tes fonds. Donc aucune raison de télécharger un wallet supplémentaire pour faire du lending borrowing sur une autre chaîne avec un autre wallet. C'est vraiment tout bête comme raisonnement, mais pour moi c'est la première problématique de Starknet. Ensuite la deuxième, c'est que pour moi ce qu'on voit sur Starknet aujourd'hui, c'est la DeFi de 2020-2021. Il y a du lending borrowing et du yield farming et c'est tout, ça s'arrête là. Et si tu me crois pas, tu peux juste aller sur DeFi Lama et tu regardes les différents projets. Voilà, sur 17 projets, il y en a 1, 2, 3, il y en a 11 là où c'est des DEX qui sont des copies les uns des autres avec juste un qui sort du lot qui s'appelle Ekubo et qui est très très cool. Et sinon il y a 4 projets de lending borrowing. Si tu veux un exemple tout bête pour comparer, on peut aller sur Mode qui est lancé il y a 2 mois seulement, donc début février. Le premier projet d'un point de vue TVL c'est Renzo. Renzo qui permet de faire du liquid restacking. Ça c'est de la DeFi de 2024 et ça c'est ce que les gens attendent aujourd'hui. Ils veulent pouvoir faire du restacking avec leur Ethereum sur ta blockchain. Si tu ne proposes pas ça, c'est très simple, ils vont sur la concurrence et la concurrence elle le propose. Ensuite on a Unique et EasySwap, ça c'est rien de particulier. Juste tu vas sur Sturdy, il y a un tout petit take qui fonctionne relativement bien sur AV avec du coup les silos. Là où en tant qu'utilisateur tu peux déposer ton Ethereum pour bénéficier de 54% d'APR qui viennent des gens qui veulent emprunter du EZ Ethereum, qui sont générés parce qu'il y a de l'activité de l'autre côté, des gens qui sont prêts à payer autant pour emprunter. On notera également qu'en faisant ça tu vas jouer Mode et également tu vas jouer un certain Redstone qui est un oracle. Et voilà, c'est tout bête et je suis même pas allé chercher des applications qui sont vraiment ultra spécifiques. Aujourd'hui le restacking on peut le retrouver sur quasiment toutes les Layer 2 et malheureusement c'est pas le cas sur Starknet. Alors c'est sûr que niveau compétition c'est compliqué. Et encore je suis pas allé parler du géant Arbitrum qui lui possède aujourd'hui un monstre qui s'appelle Pendle, qui d'accord est disponible sur plein de blockchains aujourd'hui, mais qui fait très clairement la différence et qui est extrêmement utilisé grâce au restacking. Sans compter toutes les nouvelles dApps qui construisent dessus, je pense par exemple à un Hyperliquid. Après on est d'accord, c'est Arbitrum, c'est le géant, il n'y a pas vraiment à comparer avec Starknet. Mais c'est pour te donner un ordre d'idée de ce que les gens attendent aujourd'hui d'une blockchain, d'une Layer 2. Starknet malheureusement ne propose absolument rien de ça et la seule application qui est un petit peu innovante c'est Ekubo. Mais le problème d'Ekubo c'est qu'Ekubo c'est très cool sous la carcasse, mais en réalité quand on l'utilise comme un utilisateur normal, c'est un DEX classique. Il y a malheureusement rien de plus à en dire. Ensuite il y a tout le sujet sur la communication et là par contre je pense que Starknet a vraiment fait erreur sur erreur. Entre le fameux eBeggar qui est encore utilisé aujourd'hui comme un mème et qui a tourné en dérision absolument tout l'écosystème de chez Starknet, alors qu'en fait je pense qu'il fallait vraiment jouer là-dessus et à la limite sortir une campagne sur les eBeggar avec des NFT pour représenter le eBeggar et jouer là-dessus et vraiment faire l'identité presque de la chaîne. Ça a peut-être l'air débile dit comme ça a posteriori, mais je pense que ça aurait eu son petit succès. Ça aurait fait son petit terme marrant à Starknet comme par exemple Solana sur Solana. Alors je suis pas du tout marketo, mais je pense qu'il y avait moyen d'en tirer parti. Et en fait quand tu fais le combo de tout ça, tu te dis ah ouais, en fait ça traîne quand même un passé relativement lourd pour Starknet, alors que la blockchain finalement ça fait vraiment qu'un an qu'elle est sous les rails, en tout cas qu'un an qu'elle est utilisée. Donc il va probablement y avoir le temps avant que les utilisateurs fassent la paix avec la fondation si jamais ils la feront un jour. Ma petite conclusion là-dedans c'est de ne pas tomber amoureux d'une L2 en particulier, et je pense surtout aux nouvelles qu'on est en train de poncer via notre activité on-chain. Parce qu'il ne faut pas se voler la face, on est également les rouages utiles de ce système. Même si je pense qu'avoir de la concurrence sur les Layer 2 c'est quelque chose de bénéfique sur le long terme, aujourd'hui la seule Layer 2 qui je pense sera encore plus forte dans quelques années ce sera probablement Arbitrum, qui à mon sens a vraiment montré que c'était le king et qui a vraiment su rebondir sur cette période après airdrop, qui pour le coup est extrêmement compliqué pour la majorité des Layer 2. Si je devais en nommer deux autres, je pense que ce serait Base et Optimism qui seraient juste avec, et sinon pour le reste aujourd'hui ça me paraît complexe. Et bien que ces trois projets là je les trouve particulièrement intéressants, sur le long terme je ne me verrai absolument pas tenir leur jeton pour les raisons indiquées tout au long de cette vidéo, notamment les tokenomics qui font très peur. C'est donc pour ça que je trouve que c'est très important de venir séparer la blockchain
blockchain et le jeton. On peut avoir des projets qui sont particulièrement intéressants, qui sont utilisés, et pourtant avoir des jetons de ces projets qui ne servent à rien, voire même ne performent absolument pas. S'il y a bien par contre quelque chose qui pourrait level up les Layer 2 et surtout leurs jetons, je pense que c'est de mettre en place la possibilité de stacker ces jetons, et ce pour générer des intérêts basés sur les frais du séquenceur, ou plutôt à long terme des séquenceurs quand il y en aura plusieurs. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de Layer 2 qui bossent sur ces sujets, la seule que je connais c'est Métis, mais malheureusement on parle de Métis, et Métis, comment dire, en tant que Layer 2, bah c'est très très bas. Pour te donner un ordre d'idée, je viens de regarder et on est sur du 33 000 transactions journalières, et au niveau de l'écosystème, on est encore un cran en dessous de Starknet. Voilà, j'ai fini sur ce sujet, ça fait 1h30 que je blablate, que je raconte des trucs. J'espère juste ne pas m'être fait trop d'ennemis à droite à gauche avec ce discours, mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on en parle et qu'il y ait une vidéo qui soit complètement dédiée à ce sujet-là. Donc voilà, merci à toi de ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!